Jonathan Sturel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, bonjour à vos invités, merci de m'avoir invité une fois de plus. Ah, vous avez la parole pour votre chronique. Je voulais m'assurer qu'on m'entende bien parce que des C'est fois bon. j'ai des difficultés à brancher mon micro, mais bon, on m'entend bien a Oui, c'est priori, donc parfait. parfait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une mésaventure qui m'est arrivée à moi, mais qui nous concerne potentiellement tous. Il se trouve que je m'intéresse beaucoup à la science et à la recherche sur des questions de santé, de médecine, d'alimentation. Et récemment, on m'a fait savoir que l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, faisait paraître un trimestriel gratuit que l'on pouvait donc recevoir dans sa boîte aux lettres tous les 3 mois, moyennant une simple inscription, gratuite en l'occurrence. Et donc, j'ai reçu récemment mon premier numéro et c'est de cela dont je vais parler. Quand on m'a dit que l'INSERM proposait de recevoir périodiquement son magazine, son trimestriel, j'ai évidemment foncé car c'était l'occasion de lire un périodique sur un sujet scientifique qui m'intéresse beaucoup. Et moi, dans ma grande naïveté, compte tenu de ce que je croyais être l'excellente réputation de solidité scientifique de l'INSERM, je pensais réellement, naïvement, que cette documentation tiendrait son rang et donc me comblerait de satisfaction. Quelques temps plus tard, donc je reçois mon premier numéro, c'était il y a quelques jours, et là, douche froide. En couverture, un dessin où l'on voit 2 personnes qui s'enlacent et qui s'embrassent, l'une aux cheveux blonds et aux traits tels que je ne suis même pas en mesure de vous dire s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, et une autre personne, cheveux foncés de type métis. Et en gros caractères imprimés par-dessus ce dessin, le titre du dossier central de ce numéro 66 de septembre 2025, donc de l'INSERM Magazine, je lis: «Enquête, les nouvelles sexualités des jeunes». Donc je suis un peu refroidi quand même, mais j'ouvre tout de même le magazine et je lis l'édito introductif des 2 auteurs de l'enquête et là, bam, nouvelle douche froide. On y parle dans un verbiage absolument wokiste des phénomènes comme la fluctuation de genre ou les nouvelles sexualités qui font florès chez les jeunes, en dehors du couple monogame hétérosexuel. Et évidemment, inévitablement, on y dénonce les discours, je cite, mais vous vous en doutez, virilistes et masculinistes. Et comme si le texte ne suffisait pas, j'ai aussi sous les yeux les portraits des 2 auteurs de cette enquête et je peux vous les décrire, mais je ne le ferai pas, ce serait douloureux pour votre auditoire, mais je peux vous dire qu'il transpire en effet le wokisme. Je consulte néanmoins le reste du sommaire et je vois qu'on y propose un article sur les préjugés raciaux dans le soin, et vous l'aurez compris, il s'agit de dénoncer le fait que les personnes de couleur seraient moins bien traitées, moins bien considérées par l'univers médical en France. Là aussi, quel rapport avec la science? Où est la science? Comment on quantifie tout ça? Comment on mesure tout ça scientifiquement? Je me pose la question. Nous avons donc du wokisme, de l'antiracisme primaire, une enquête enthousiaste sur les adolescents qui, de plus en plus jeunes, se mélangent sans distinction de sexe. Franchement, il ne manquait à ce numéro 66 que l'écriture inclusive pour boucler la boucle. Mon sujet du jour dans cette chronique ne sera évidemment pas le sujet de cette enquête. Je ne vais pas imposer un tel supplice une fois de plus à nos auditeurs. Par contre, je veux bien dire un mot sur ce phénomène absolument terrible et catastrophique qui est l'entrisme, effectué par ces nouvelles sciences humaines, comme on les appelle, dans l'univers des sciences dures et du mélange des genres qui s'opère par conséquent entre les deux et qui peut faire croire aux plus naïfs que les délires wokistes relèvent de la science. Et à cause de ce mélange des genres, vous vous retrouvez un jour à lire dans la revue d'un institut scientifique public financé à hauteur d'1 milliard d'euros par an environ, dont 80% par des subventions de l'État, par nos impôts donc, un tissu d'âneries militantes d'extrême gauche signé par 2 pseudo-chercheuses à franges qui prennent leur désir pour des réalités et parviennent, hélas, dramatiquement, à le faire sous l'estampille de l'INSERM, c'est-à-dire de la science, ce qui fatalement les entoure d'un halo de crédibilité scientifique, d'aura scientifique, de sérieux scientifique, en plus d'ailleurs de les arroser d'argent public. En réalité, moi, je me fiche bien que les illuminés wokistes publient leurs élucubrations tant qu'ils le font sur des supports à eux, reconnaissables immédiatement, qui annoncent la couleur, qui ne se prennent pas pour de la science. En somme, des supports que l'on peut consulter en sachant au premier coup d'œil qu'il s'agit de publications politiques, idéologiques, de gauche, d'extrême gauche, si vous voulez, nihilistes, en somme, wokistes. Mais là, le problème est que la science dure, la vraie science, se laisse infiltrer, se laisse gangréner par ces discours idéologiques et leur offre ainsi le luxe absolu de pouvoir se faire passer pour de la science et de pouvoir bénéficier d'une part de ce statut favorable, incontestable, solide, factuel, vérifiable que l'on accorde traditionnellement à la science et à la science seule. Ici, concrètement, ce ne sont même pas les pseudo-scientifiques du wokisme qui sont en cause dans ma chronique, mais les scientifiques authentiques qui laissent leur domaine être investi par des non-scientifiques, par des contre-scientifiques et même par des anti-scientifiques, et qui les laissent se déguiser en scientifiques, ce qui leur donne la possibilité de faire mieux glisser leurs opinions délirantes et leurs projets de société antinaturels. J'accuse donc l'INSERM, notamment, d'ouvrir ses colonnes aux élucubrations des nouvelles sciences humaines farfelues et donc de partager avec elles les bienfaits de l'excellente réputation dont jouit la véritable science.
Ce phénomène me rappelle celui de l'émergence de l'art moderne, de l'art contemporain, appelez-le comme on veut, phénomène où assez similairement, nous avons laissé des gens se revendiquer de l'art sans être pourtant capables de produire des œuvres d'art telles qu'une fraction d'élite de l'humanité a été capable d'en produire pendant des siècles. Or, tout le monde n'est pas Léonard de Vinci ou Géricault, tout le monde n'est pas Mozart ou Lacalas, tout le monde n'est pas Balzac ou Jean de La Fontaine, car l'art, qu'on le veuille ou non, est une discipline résolument élitiste, discriminante, oui, en ceci qu'une toute petite fraction de l'humanité seulement est douée des facultés rarissimes du génie qui permet de donner au monde des œuvres et même des chefs-d'œuvre. Mais la passion de notre temps, la pulsion même égalitariste, voudrait que l'on puisse permettre à tout le monde de se dire des artistes sous prétexte que l'on a quelque chose à dire et qu'on le dit avec 2 collages et 3 assemblages grossiers. Et à cause du mélange des genres entre l'art authentique, celui qui exige des facultés exceptionnelles et rarissimes, qui nécessite le travail de perfectionnement de toute une vie, et l'art contemporain, accessible et praticable par n'importe qui, désormais, n'importe qui, précisément, peut être appelé un artiste sans avoir à satisfaire aux rudes exigences techniques de la discipline artistique. Donc, ils jouissent du prestige qu'il y a à être un artiste, à se revendiquer un artiste, sans avoir à fournir le travail technique qui a toujours accompagné l'art à travers les siècles et qui fait que l'art a toujours été le domaine réservé d'une toute petite élite de génies que l'on peut appeler en cette matière les meilleurs d'entre nous. Pareillement, les nouvelles sciences humaines jouissent, elles, du prestige qu'il y a à être un scientifique, à se revendiquer de la science sans avoir jamais à fournir le travail technique qui a toujours accompagné la science à travers les siècles et qui a fait que la science a toujours été le domaine réservé d'une toute petite élite de savants. Si un jour les gens sensés reprennent la main sur la marche du monde, ils auront beaucoup de travail pour remettre en ordre tout ce qui a été désordonné ces dernières années. Il faudra notamment rétablir les verticalités, quitte à froisser les susceptibilités et rappeler cette chose aujourd'hui incomprise de la plupart de nos contemporains, à savoir qu'il est plus utile à l'humanité de laisser certains domaines à de toutes petites minorités d'élus, entre guillemets, capables de réellement faire leurs preuves, plutôt que de chercher à en abaisser voire à en modifier la définition et le contenu pour permettre à chacun de se croire artiste ou scientifique. Il n'y a plus d'art si tout le monde est artiste. Il n'y a plus de science si n'importe qui peut raconter n'importe quoi en blouse blanche. Or, l'humanité a besoin de totems, de lignes de crête, de hiérarchie, de transcendance aussi. Et hélas, l'hyperdémocratisation de tout non seulement abolit ces hiérarchies utiles, mais interdit même que leurs bienfaits puissent continuer d'édifier l'humanité. Pour ma part, et je conclurai là-dessus, je préfère une humanité où 99 hommes s'édifient devant l'œuvre d'un seul et en puisent des raisons de s'émerveiller authentiquement, plutôt qu'une société où n'importe qui peut se croire de la même famille que Camille Claudel sous prétexte qu'il a fait un peu de pâte à modeler dans sa cuisine. C'est donc un choix de civilisation, un choix anthropologique qui s'offre à nous, c'est la qualité ou la quantité, sachant que les deux s'excluent mécaniquement. Nous ne pourrons jamais avoir, en science comme en art, la quantité et la qualité. Il faudra choisir, ce sera la quantité ou la qualité. En ce qui me concerne, je choisirai toujours la qualité. Je vous remercie. Merci Jonathan Sturel pour cette chronique et on poursuit la discussion avec Rodolphe Cart.